Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet de rhumatologie, ce qu'on appelle la goutte. C'est un rhumatisme articulaire qui va se manifester sur un plan aigu par une arthrite aiguë, sinon sur un plan chronique par une arthropathie chronique et qui est due à la cristallisation de l'acide urique au niveau des articulations. Cette pathologie, elle est encore appelée une maladie royale parce que auparavant, ils pensent qu'elle touche seulement les rois parce que les rois ils mangent beaucoup de viandes qui sont riches en purine et qui vont donner beaucoup d'acide urique. Mais ce n'est pas c'est pas la cause la plus fréquente de la goutte. Bon, cette pathologie, elle touche les hommes plus que les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, avant la ménopause, elles sont protégées par l'œstrogène. L'œstrogène, il est considéré comme un uricosurique qui va favoriser l'élimination de l'acide urique. Donc, pour comprendre comment on va voir cette cristallisation, la formation des cristaux du urate du sodium, il faut comprendre le métabolisme de l'acide urique. Donc, on a ici l'ADN et l'ARN qui vont donner les purines, donc adénine et guanine. Et ces adénines et guanines ils sont présents au niveau de l'ADN et l'ARN des cellules, et ils sont présents au niveau de l'alimentation, par exemple la viande. Donc, ces purines-là, ils vont être dégradées par une enzyme qui est joyeuse ici, donc c'est la xanthine oxydase, qui va métaboliser ces purines et elle va donner la xanthine. On dit xanthine ou hypoxanthine. Cette xanthine, elle va être métabolisée encore par la xanthine oxydase et elle va donner le fameux acide urique. Alors, chez les animaux, donc chez les primates, chez les singes, ils ont une autre enzyme qui va dégrader l'acide urique et elle est appelée l'uricase. Alors nous, on n'a pas l'uricase. C'est pour cela que les primates, ils n'ont pas cette pathologie. Les singes et les autres animaux n'ont pas la goutte parce qu'ils ont l'uricase. Et dans les grands livres, parce qu'eux, ils pensent par la théorie d'évolution, ils disent que l'homme, il a subi des mutations de ces singes-là, et il a perdu l'uricase, et c'est pour cela qu'il ne peut pas dégrader l'acide urique. Mais c'est faux. Le bon Dieu a créé l'être humain d'une façon miraculeuse, et on va comprendre c'est quoi l'intérêt de l'acide urique dans le corps humain. Donc, ce acide urique, il va être filtré, ça, c'est le néphron, c'est la partie du tube contourné proximal du néphron. Donc là, l'acide urique il va être filtré. Une partie, elle va échapper au niveau du sang. Donc, cette partie qui va échapper au niveau du sang, elle va être sécrétée, donc elle va aller au niveau des urines par un transporteur qui est très important. C'est le transporteur qui va transporter les acides organiques. Et parce que l'acide urique, c'est une molécule acide, elle va être sécrétée par ce transporteur-là. Et puis, il va subir une réabsorption par un autre transporteur et on va réabsorber 90% de l'acide urique. On va éliminer seulement 10% de l'acide urique. Donc, il y a une importance de l'acide urique. Donc, on ne va pas réabsorber 90% d'une façon spontanée. Donc, l'acide urique, il travaille comme un antioxydant, il fait le travail de 50% des autres antioxydants. Parce que l'être humain, il ne produit pas la vitamine C. La vitamine C, c'est un très fort antioxydant, alors que à travers ce acide urique-là, on va faire le travail de la vitamine C. Ce acide urique, il est très fort sur un plan de réduction. Il va diminuer les lésions qui sont provoquées par le stress oxydatif. C'est ça l'importance de l'acide urique. Quand est-ce qu'on va voir cette goutte? On a certains facteurs de risque, on a certaines étiologies. Là, ce qu'il faut savoir que la goutte, dans la majorité des cas, elle est idiopathique, donc elle est en gras, elle est idiopathique. Le problème, il est localisé au niveau de ce transporteur-là qui va transporter les acides organiques. C'est lui qui ne fonctionne pas bien, et donc l'acide urique ne va pas être sécrété dans les urines, il va rester dans le sang. Bon, dans les autres étiologies, on a ce qu'on appelle le syndrome de Lichnien. Donc, le syndrome de Lichnien, c'est quoi? Donc, c'est un déficit en HGPRT. Donc, quand on voit un déficit au niveau de cette HGPRT, on va voir une augmentation de l'acide urique.
Et ce syndrome de Leschnian, c'est une pathologie qui est génétique, qui est liée au chromosome X, de sorte qu'on a deux formes. On a une forme qui est partielle, qui va donner cette goutte, et on a une forme qui est complète. Le problème, ce n'est pas seulement la goutte. Donc le patient, il a une encéphalopathie hyperuricémique, il a des problèmes moteurs et neurologiques. Le patient, il est dans un fauteuil roulant, ce n'est pas le problème ce n'est pas la goutte. Donc il a autre problème neurologique. Donc, et c'est parmi les causes donc, de la goutte chez l'adulte jeune. Donc cette goutte-là, elle peut être secondaire. Secondaire à quoi? Secondaire à certains médicaments. Par exemple, diurétique, aspirine, pyrizénamide, donc c'est un antituberculeux. L'éthionamide, c'est un antituberculeux, il donne une autre chose, une névrite optique. Donc pourquoi ces médicaments ils vont provoquer la goutte? Parce qu'ils sont acides. Et parce qu'ils sont acides, ils vont sortir à travers, donc quand ils sont dans le sang, pour qu'ils vont être éliminés, ils vont sortir par ce transporteur-là, et donc ils vont faire une compétition avec l'acide urique, et l'acide urique, il va s'élever dans le sang. Diurétique, quel diurétique? Donc ce sont les thiazidiques. Bon, en plus de ça, on peut avoir cette goutte lors des problèmes tumoraux, les leucémies et les lymphomes, parce qu'on a une régénération très importante des cellules, ou encore quand on va traiter par la chimiothérapie et la radiothérapie, là on va détruire beaucoup de cellules, on va libérer beaucoup de produits nucléaires. Et bien sûr, quand on a une insuffisance rénale chronique, on ne peut pas éliminer l'acide urique. On a un autre facteur de risque ou une étiologie, donc c'est le déficit là au niveau de la RPP. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un levé de rétrocontrôle, de métabolisme de péril, on va voir une élévation de l'acide urique, on va voir une hyperuricémie. Cette hyperuricémie, donc on a un certain seuil, donc pour qu'on va voir une cristallisation, il faut avoir un seuil qui va dépasser entre 60 et 70. Donc, milligrammes par litre, là, quand on va dépasser ce seuil-là, on a un risque très important de cristallisation. En plus de cette condition, il faut avoir une grande durée pour avoir la cristallisation. C'est pour cela, c'est pas qu'on peut trouver des patients qui ont l'hyperuricémie, mais ils n'ont pas de la goutte, ils n'ont pas la cristallisation au niveau des articulations. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir beaucoup du temps. Il y a un facteur temps. Deuxième condition, il faut donc pour avoir la cristallisation, température qui est basse. Et c'est pour cela, donc la cristallisation, elle va toucher les articulations distales, donc du gros orteil, là, donc l'articulation métatarso-pharyngienne, donc de gros orteil, parce que la température, elle est basse. En plus de ça, la troisième condition, parce qu'il y a de la gravité. La gravité, elle va attirer l'acide urique, donc en bas. Après, donc, après, on voit la formation de ces cristaux d'urate, donc d'urate du sodium, donc ils sont représentés ici en bleu, donc ils vont se fixer sur la capsule des articulations. Ils ont un aspect des aiguilles, comme si des aiguilles dans les articulations. Donc là on va expliquer la physiopathologie et la clinique sur un plan aigu et chronique. Bon, ces aiguilles-là ou ces cristaux sont au niveau de la capsule des articulations. Qu'est-ce qu'ils vont provoquer? Donc, d'abord, quand ils sont ici et localisés au niveau de la capsule, ils vont irriter, donc ils vont irriter l'articulation. Le patient, il va avoir une sensation d'irritation au niveau des articulations, mais ce n'est pas très douloureux, une irritation lors des activités. Donc, quand il va marcher beaucoup, par exemple, il va avoir la sensation d'irritation. Par suite, ces cristaux-là, ils ne vont pas rester comme ça, ils vont être détectés par le système immunitaire. Et le système immunitaire, il va produire des IgG, donc des anticorps, qui vont se fixer sur ces cristaux-là. Et donc, les polynucléaires neutrophiles, quand ils vont venir, donc à travers ces IgG, ils vont phagocyter ces cristaux. Et quand ils vont phagocyter ces cristaux, parce qu'ils sont des aiguilles, donc la cellule, elle ne peut pas phagocyter des aiguilles, elle va subir une lyse cellulaire. Et donc, cette cellule-là, quand elle va subir une lyse cellulaire, elle va libérer de l'interleukine 1, 6 et TNF-alpha qui vont favoriser la vasodilatation. Et la vasodilatation et l'augmentation de la perméabilité, passage des liquides au niveau de l'articulation. Et en plus de ça, ces cytokines ils vont monter au niveau de l'hypothalamus, ils vont élever le thermostat. C'est pour ça qu'on va avoir une fièvre qui est associée. Et là, le liquide inflammatoire va donner une articulation qui est gonflée, qui est chaude et qui est bien sûr un aspect rougeâtre. En plus de ça,
Ces polynucléaires neutrophiles, ils vont libérer un facteur, ce qu'on appelle le GCCF. C'est quoi ça? Donc, c'est une glycoprotéine chemotactique cristaux de facteurs. Donc, c'est un facteur donc, qui va faire un chemotactisme donc, pour les PN1, les autres polynucléaires neutrophiles, pour qu'ils vont être dirigés rapidement vers ces cristaux-là. Donc, là, donc, par sa main, donc, il dit à cette PN1, voilà les cristaux, voilà, il faut les phagocyter. En plus de ça, dans la membrane de la polynucléaire neutrophile, qu'est-ce qu'on a? On a des phospholipides. On a des phospholipides. Et ces phospholipides, donc sous l'action de la phospholipase A2, donc qui est joyeux parce qu'il va transformer les phospholipides en quoi? En acide arachidonique. Ce acide arachidonique, sous l'effet des COX, il va donner les prostaglandines. Et les prostaglandines, ils vont favoriser l'inflammation et la vasodilatation. En plus, sur l'autre voie, ils vont donner la leucotriène, donc maintien de l'inflammation. En plus donc, de ça, on va avoir la libération des kinines. Et ces kinines-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont irriter l'innervation. Et c'est pour cela que l'articulation, elle est rouge, chaude et douloureuse. Et la douleur, elle est nocturne parce que c'est une douleur inflammatoire et qui est aggravée par l'activité sportive ou, par exemple, quand il va manger beaucoup de viande ou par une alimentation qui est riche en purée. En plus donc, de ça, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la libération des enzymes donc, qui vont pénétrer à l'intérieur de l'articulation où ils vont favoriser la destruction osseuse. C'est pour cela, sur un plan chronique, elle peut donner une arthropathie chronique. Et c'est pour cela, par suite, quand on fait la radiographie, on va trouver des lésions qui sont osseuses. Donc, ce qu'il faut encore savoir, j'ai expliqué cette physiopathologie pour savoir que là, on a les traitements de cette maladie à la phase aiguë, ils sont ici. Donc, le premier problème, c'est la PNN elle-même, c'est elle qui va provoquer cette inflammation. Si je veux inhiber cette PNN, je vais utiliser la colchicine. Si je veux arrêter ce phospholipase A2, je vais utiliser les corticoïdes, il inhibe celui-là. Si je vais inhiber la libération des prostaglandines, je vais inhiber les COX, je vais utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc on va faire une échographie sur cette articulation, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver un aspect hyper-échogène à cause donc, de ces cristaux qui sont ici. Ils vont donner un aspect hyper-échogène. On va trouver un aspect, ce qu'on appelle la tempête de neige. Pourquoi? Parce que l'articulation elle est riche par des liquides inflammatoires, par ces cristaux qui sont ici. On va avoir un aspect en tempête de neige. Donc si je vais faire une ponction, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver un liquide qui est aseptique, il n'y a aucun germe ici, qui est aseptique, qui est riche en cellules, plus de 2000 éléments cellulaires. Quelles cellules? PNN. Et en plus de ça, si on va faire donc l'étude de ces cristaux d'urate de sodium, ils sont un aspect d'aiguille, et si je vais mettre l'uricase sur ces cristaux-là, ils vont voir la dégradation. En plus, si je vais faire un examen donc sur un plan donc, optique, ils ont un aspect biréférentiel. Bon, en plus donc, de ça, si par exemple ce patient-là, il ne va pas se traiter, donc dans 50% des patients qui ne vont pas prendre un traitement, ils vont passer à la chronicité. Et là, on va voir la formation des tophus. Donc ce sont ces cristaux-là, ils vont se localiser en dessous de la peau, donc sous la peau. Et ces dépôts-là sont réversibles par le traitement. La localisation la plus fréquente, l'hélix au niveau du pavillon de l'oreille, par la partie dorsale des mains, surtout au niveau des pouces, donc là, le crâne, encore le genou, et on a bien sûr le tendon d'Achille. Donc, c'est quoi ces tophus-là? Donc, on a des cristaux qui sont ici, et ces cristaux, si on va zoomer, on va trouver des granulomes, on va trouver des monocytes et des cellules lymphocytaires qui vont entourer ces cristaux-là, donc sous la peau. Ils peuvent avoir une fistulisation. Qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir des concrétions qu'on appelle le lait d'urate. Et si on ne va pas faire un examen microscopique, on peut penser que c'est un pus. Alors non, donc ce sont des cristaux, ce sont des granulomes qui sont tout autour des cristaux.
Il faut savoir que ce tophus-là, il est indolore, mais peut parfois donner de la douleur s'il va donner un enraidissement. Si je vais faire une radiographie, donc là, qu'est-ce que je vais trouver? Parce que là, on a des enzymes qui vont provoquer la dégradation des os. Là, on va voir un aspect, donc un aspect ce qu'on appelle en alébarde. C'est quoi ça? Donc c'est une arme qui est effilée, donc elle est effilée à l'extrémité, et donc elle est similaire donc, aux encoches épiphysaires au niveau des os. Et on va trouver encore des géodes, un aspect en emporte-pièce. Bon, ce qu'il faut savoir encore, donc si je veux traiter mon patient, donc s'il est à la phase aiguë, il faut mettre en tête que jamais je vais diminuer l'acide urique d'une façon aiguë. Jamais je vais utiliser un traitement qui va donner une diminution de l'acide urique d'une façon aiguë, parce que je vais aggraver cette crise-là. Pourquoi? Parce que si je vais diminuer l'acide urique chez ce patient-là, au niveau du sang, qu'est-ce qu'on va? On va voir donc diminution de l'acide urique au niveau du sang, donc mobilisation des stocks. Où est le stock? Le stock il est au niveau des articulations. Et si je vais mobiliser ces cristaux-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attirer l'attention de ces polynucléaires neutrophiles. En plus de ça, il y a une chose qu'il faut savoir encore, donc c'est que d'un patient à un autre, on va avoir donc une douleur qui n'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la richesse du sang du patient par l'apoprotéine B qui est rouge ici. Pourquoi? Parce que ce apoprotéine B, donc avec le temps, l'hypoprotéine qui contient l'apoprotéine B, avec le temps, ils vont camoufler ces cristaux-là, et donc les PNN, ils ne vont pas les voir, ils ne vont pas les phagocyter. Donc, je reviens au traitement. Donc, pour le traitement, toujours il faut réhydrater le patient, il faut faire l'alcalinisation des urines parce que c'est un acide. Pour favoriser leur élimination, il faut inverser le pH. Donc, et qu'est-ce que je vais utiliser? À la phase aiguë, je vais utiliser la colchicine. Je vais parler un peu de la colchicine. Donc, la colchicine, c'est un extrait alcaloïde qui est d'origine donc à partir des plantes et qui a été utilisé auparavant comme un médicament contre les tumeurs, mais il n'a pas donné une grande efficacité. En plus de ça, il faut savoir qu'il a un index thérapeutique un peu étroit. Pourquoi? Parce que ce médicament, parmi ses effets indésirables, il va donner une diarrhée parce qu'il va sortir à travers la bile. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce médicament, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est un poison de ce qu'on appelle les microtubules. Les microtubules, là, c'est une PNN et ces lignes vertes, ce sont les microtubules. Lui, il va inhiber. C'est un poison de ces microtubules. Qu'est-ce qu'elle fait, la PNN, par ces microtubules? Elle migre. Elle va aller pour phagocyter ces cristaux. Et elle fait la division, le fusion mitotique lors des mitoses. Donc lui, il va inhiber ces microtubules. Et quand il va inhiber ces microtubules, donc les cellules qui ont une division rapide, comme par exemple le tube digestif, donc quand la colchicine elle va sortir par la bile et elle va tailler au niveau de l'intestin, elle va trouver des entérocytes. Elle va inhiber les entérocytes. Les entérocytes, normalement, ils ont une division très rapide. Et parce que quand ils vont être inhibés, on va voir des entérocytes qui vont rester longtemps et qui ne sont pas de bonne qualité. Et donc, on va voir des infections, va favoriser les infections. Les infections vont donner une diarrhée. Et quand on va voir une diarrhée, c'est l'intérêt d'arrêter la colchicine et de passer aux AMS. En plus de ça, il y a une autre zone, là où on a beaucoup de divisions, c'est la moelle osseuse. Donc, il peut donner encore une aplasie médulaire, il peut donner une alopécie. Quelles sont les indications de la colchicine? Une des indications goûte à la phase aiguë. En plus, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle la fièvre méditerranéenne familiale. C'est quoi ça? Donc, c'est une pathologie qui est retrouvée beaucoup plus là, donc, au niveau de la zone méditerranéenne. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mutation au niveau du chromosome 16. Pourquoi cette mutation? Parce qu'ils ont un gène muté et ce gène-là est responsable de donner une protéine. Cette protéine, elle va faire quoi? Elle va contrôler l'inflammation. Et quand cette protéine elle est altérée, on ne va pas contrôler l'inflammation, surtout au niveau de péritoine, et on va voir des douleurs abdominales et qui vont mimer donc une appendicite. Et donc la gravité de cette pathologie, c'est quoi? C'est qu'elle va donner l'amylose. Et nous, on va utiliser la colchicine dans cette pathologie parce que la colchicine, elle va arrêter le développement de l'amylose. Deuxième indication, par exemple, la maladie de Behçet. On va voir aphthose buccale, génitale, uvéite, et on va chercher l'HLA
B51 et non pas l'HLA B27 de la SPA B27. Et puis on peut l'utiliser lors des péricardites, bien sûr. Donc, à la phase aiguë, je vais utiliser, lors de la goutte, je vais utiliser la colchicine à base de 2 grammes et puis je vais diminuer 0,5 à 1 gramme les jours qui suivent jusqu'à bien sûr l'arrêt de la crise. Et si je vais avoir une diarrhée, par exemple, là il faut l'arrêter, la colchicine est passer aux ANS. Et sinon, s'il n'y a pas de réponse par les ANS, on peut utiliser bien sûr la corticothérapie. Donc, après un mois de la crise, je vais utiliser un médicament qui va diminuer l'acide urique. Donc, je vais utiliser l'allopurinol, comme le nom indique, allopurinol. Donc, il est similaire au purine. Et donc, ce allopurinol, il va se fixer, l'axanthine oxydase, elle va travailler sur l'allopurinol comme si c'était une purine. Mais lui, il va faire une inhibition de l'axanthine oxydase. Qu'est-ce que je vais chercher quand je vais utiliser l'allopurinol? Il faut que je cherche des manifestations cutanées. Une des plus grandes et les plus mortelles parmi les effets indésirables mortels de l'allopurinol, ce qu'on appelle le syndrome de Stevens-Johnson-Lyell, qui est mortel. Donc, lorsque certains patients ils ont une hypersensibilité à ce médicament-là. Donc, j'ai dit un mois après la crise. Et bien sûr, on peut l'utiliser quand le patient il a une hyperuricémie qui est symptomatique et qui a donné plus de 3 crises, ou par exemple lors de tophus, parce que le tophus il est réversible. Il y a un autre médicament qui n'est pas utilisé beaucoup plus, c'est la probenicide. La probenicide, c'est un médicament qui est utilisé pour un but. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il inhibe ce transporteur-là. Donc, on ne va pas réabsorber les 90%, on va l'éliminer. En plus de ça, il est utilisé auparavant. Donc, quand on va utiliser par exemple la pénicilline, on veut une concentration maximale de la pénicilline au niveau du sang. On ne veut pas que la pénicilline elle va être supprimée éliminée dans l'urine. On va associer avec elle la probénicide parce que les deux ils vont sortir par le même transporteur. Ils vont avoir une compétition et la pénicilline elle va rester dans le sang et donc on va avoir une efficacité sur le germe qu'on a. Il faut savoir encore, c'est que quand on a une goutte, veut dire qu'on a 100% une hyperuricémie. Et il faut savoir quand on a par exemple une hyperuricémie, dans 10% seulement qu'on va donner une goutte. Parce que l'hyperuricémie, j'ai dit, pour qu'elle donne la goutte, il faut un facteur temps. Il faut beaucoup, donc il faut avoir beaucoup du temps. Donc c'est ça donc la goutte, donc d'une façon générale, et donc je vous remercie.